Bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre. Vous le savez, le bonheur est dans le pré, y compris pour les entrepreneurs. On en parle aujourd'hui dans Business Models. Bonjour Quentin. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va s'intéresser à votre défi. Vous avez décidé de révolutionner l'agriculture, en tout cas de contribuer à améliorer l'agriculture et tout ce que ça implique en termes d'enjeux environnementaux. On commence cette rubrique souvent par s'intéresser à l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qui, au cours des dernières semaines, vous ont marqué ? On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup d'agriculture. Je pense qu'un des enjeux fondamentaux, c'est par exemple que l'Europe a annoncé sa neutralité carbone pour 2050. C'est demain 2050 à l'échelle de ces enjeux. Évidemment, ça va très vite et en particulier pour l'agriculture, avec des cycles qui sont des cycles forcément longs. Et cette neutralité carbone pour 2050, ça veut dire que l'agriculture doit profondément changer son approche de production. Sachant que l'agriculture, c'est à peu près 15-20% en fait, des émissions carbone, et aussi qu'il y a un potentiel énorme de stockage carbone dans les sols agricoles. Enfin, tout ça fait qu'il y a des enjeux très importants, des opportunités majeures pour l'agriculture. Mais alors souvent, on a des discours au niveau européen, macro, politique, qui ne sont pas toujours suivis d'actes. Est-ce que cette fois, vous êtes optimiste ? Parce que depuis le temps qu'on dit que la maison brûle... On doit être nécessairement optimiste, au sens où si on ne l'est pas, on n'agira pas. Donc moi, je suis plutôt un optimiste inquiet. C'est pour ça que vous êtes un entrepreneur. Voilà, c'est ça. Donc je pense que les choses peuvent changer. Enfin, il y a déjà pas mal de choses qui ont changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'agriculture, et je vois même depuis 2 ans et demi qu'on a commencé ce projet, aujourd'hui, les rires ont changé de camp. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans et demi, ou il y a 2 ans... Les gens qui parlaient d'une transition agricole, disons que la masse de l'agriculture les regardait comme des rigolos et on en riait. Aujourd'hui, ces gens-là sont considérés comme étant l'avant-troupe, les précurseurs de ce qui va arriver. Ça a été quoi le déclic ? Je pense que le déclic, c'est qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées depuis 2 ans, que ce soit de la mesure de l'impact sur la biodiversité, par exemple sur les oiseaux en Europe, de l'agriculture sur les oiseaux, toutes les affaires liées aux producteurs d'intrants, Monsanto, le glyphosate, tous ces sujets-là. Si on s'arrête sur ces sujets, on voit que c'est compliqué de faire évoluer les mœurs. Oui, c'est compliqué de faire évoluer les mœurs. Simplement, il y a un faisceau convergent d'informations qui font qu'à un moment, il n'y a plus de place pour une information qui va dans le sens inverse, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, personne ne va arriver sur le marché en disant l'avenir de l'agriculture, c'est la chimie, par exemple. On sait qu'il faut passer à d'autres modes de production, à d'autres approches. C'est peut-être pas la chimie, mais il y a une évolution, et c'est pour ça que des entrepreneurs s'emparent du sujet, qui est vers la technologie. On voit des nouvelles formes d'agriculture, des agricultures urbaines, ces fermes verticales. J'imagine que vous avez déjà vu ces images où on empile des salades ou des fraises jusqu'au plafond, du sol au plafond. Quelle est votre réaction face à ce type d'agriculture ? En fait, quand j'ai quitté De Vialet, un des premiers réflexes, parce que je m'intéressais déjà au sujet d'agriculture et que je savais que ma prochaine entreprise serait dans ce domaine-là, je suis allé voir justement ces modèles-là. Et pour moi, le juge de paix, c'était le goût des produits. Et j'ai goûté les produits et j'ai été très déçu. Et en fait, je suis allé sur le terrain pour essayer de comprendre, en fait. En fait, quand notre alimentation, pour être de qualité, elle doit vivre dans un monde vivant, bactériologiquement extrêmement riche, complexe, que la nature nous fournit. Et on n'arrive pas à le reproduire sous hangar ? De fait, quand on essaie de le reproduire sous hangar, on fabrique quelque chose qui ressemble à la vie, mais qui n'est pas la vie. Et dedans, il n'y a pas ni la qualité, la diversité et le talent de la vie. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme... C'est un peu comme quand on croque dans une tomate pleine terre et puis une tomate hors sol. Et voilà, la différence, c'est bien ça. Donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, qui est peut-être plus fondamental, c'est que
ça peut être des solutions intéressantes à certains endroits, dans certains contextes, etc. Pourquoi pas ? La question, c'est est-ce que ce modèle-là peut remplacer un modèle de production agricole dans la nature ? Et la réponse, c'est absolument pas. C'est pas envisageable. Et c'est pas envisageable parce que en termes de quantité, de production, d'espace, etc., ce n'est pas possible. L'énergie, on a des énergies gratuites. Enfin, l'énergie du soleil qui fait pousser les plantes, la pluie, etc. Enfin, voilà, et l'énergie du sol. C'est-à-dire tous ces éléments-là sont des éléments qui sont gratuits, qui sont disponibles et dont il faut se servir et qui assurent par ailleurs la survie de l'ensemble du dispositif, y compris nous. C'est-à-dire on ne peut pas éradiquer tout ce qui se passe autour de nous et espérer continuer à vivre. Donc on a besoin de maintenir un milieu naturel exploité, c'est-à-dire c'est pas un milieu vierge, je ne parle pas de ça, je parle d'un milieu exploité, mais qui soit un milieu dont on développe le vivant. Et la réponse ne peut pas être uniquement par des systèmes artificiels, quoi. Bon, on va voir en tout cas pourquoi le bonheur est dans le pré pour de nombreux agriculteurs, et pas d'agriculteurs, c'est vrai pour les agriculteurs, mais d'entrepreneurs comme vous qui ont décidé de prendre ce nouveau terrain de jeu pour entreprendre. Alors, on sent qu'il y a un engouement pour ce qu'on appelle, ce qu'on catégorise comme l'agritech, cette agriculture revisitée par des entrepreneurs qui apportent une dimension technologique. Comment est-ce qu'on explique justement cet engouement ? En fait, les mutations à conduire dans l'agriculture sont absolument gigantesques. Les sols, c'est 95%. Les sols agricoles, c'est 95% de notre alimentation. 52% de ces sols sont en mauvais état. Ça veut dire que rien qu'en prenant ce paramètre-là, il va falloir faire des efforts absolument considérables en matière technique, dans l'approche de notre production agricole, pour être capable de résoudre ce type de problème. Et ce type de problème se pose sur plein de dimensions. La valeur nutritionnelle de nos produits, la sécurité alimentaire, l'augmentation de la population mondiale. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que je pense que le sujet des 20 ans qui viennent, c'est l'agriculture. Mais alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, tout le mouvement de la technologie était pour industrialiser, c'est pas un bon mot, mais pour rendre plus productive cette agriculture. Et là, on arrive à des mouvements un peu inverses en disant non, il faut ralentir, il faut préserver finalement, il faut peut-être aller moins vite avec moins de chimie, moins de la technologie pour ralentir, pas pour améliorer la production. Alors, c'est améliorer les conditions de la production et la valeur de la production, pas forcément le rendement de cette production. Lorsque la chimie, dans les années, après-guerre, dans les années 50, est arrivée en Europe massivement, ça a été un miracle. C'est-à-dire que les gens qui ont commencé à mettre des phosphates sur les sols, etc., pour produire, ont vu une augmentation considérable des rendements. Et puis, ils ont protégé avec des insecticides, des fongicides, des pesticides, enfin, voilà, toute une gamme de produits, et ils ont vu leur rendement augmenter. Et puis ça a duré pendant 30 à 40 ans. Et puis, depuis une vingtaine d'années, les rendements commencent à baisser, en fait. C'est-à-dire que... Malgré tous ces intrants. À cause de ces intrants. C'est-à-dire entre-temps, on avait multiplié par 4 ou 5 les niveaux de phosphate qu'on mettait dans les sols, et on avait multiplié par 100 les pesticides qu'on utilisait. Et la réalité, c'est qu'on a abîmé un milieu qui est le milieu qui produit. C'est-à-dire que c'est pas l'agriculteur qui produit, c'est la terre qui produit. Donc c'est un nouveau cycle. Et maintenant, il faut que la technologie permette de redonner un second souffle à cette production. Voilà. Maintenant, il faut une technologie plus fine qui peut intégrer des éléments de chimie, mais il faut une technologie plus fine qui nous permette de redonner à la terre ses capacités productives, à mettre le moins possible d'intrants dans les sols, et favoriser la fertilité naturelle des sols. Parce qu'il faut bien la nourrir aussi, cette planète, de plus en plus nombreuse. Oui, alors le problème n'est pas tant de nourrir la planète, c'est-à-dire les capacités existent,
tant qu'on ne détruit pas les sols. C'est-à-dire tant qu'on ne se retrouve pas dans une situation où demain, ce n'est pas la moitié, mais les 3/4 des sols qui deviendraient abîmés. La réalité aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est à peu près les 3/4 des terres cultivées sont utilisées pour nourrir le bétail. Soit parce que le bétail est sur les sols, mais plus souvent parce qu'on fabrique de l'alimentation du bétail qu'on va donner au bétail. Et c'est tout l'enjeu aussi de passer au vegan, tous ces mouvements. Alors, sans forcément passer au vegan, mais c'est avec une consommation plus raisonnable, plus raisonnée de viande, par exemple, avec une viande produite dans des meilleures conditions, c'est-à-dire élevée dans des herbages, qui sont des modèles qui sont beaucoup moins impactants du point de vue du carbone, du point de vue de l'usage de pesticides, etc. Ce sont des formules qui existent depuis des milliers d'années et qui fonctionnent bien et qu'on sait aussi perfectionner et que des éleveurs ont développé depuis longtemps, en mettant aussi de la technologie pour utiliser, quand on doit les utiliser, des intrants chimiques de façon raisonnée aux endroits strictement nécessaires, et globalement de la technologie pour comprendre comment fonctionne la nature et être capable d'aider la nature à se développer et non pas à lutter contre elle, quoi. Et on va voir, Quentin, comment vous, avec Greenback, vous apportez votre pierre à l'édifice. Alors Greenback, c'est le nom de la nouvelle entreprise que vous avez lancée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'aime bien m'arrêter sur les noms des entreprises pour commencer. Greenback, il y a un jeu de mots avec le billet vert. C'est le nom du dollar, en fait, Oui, Greenback. c'est Greenback. Alors la baseline, c'est Soil Rating for a Green Revival. Donc c'est de la notation des sols pour revenir à un sol plus vert, enfin une situation... C'est une agence de notation un peu comme Moody's, Fitch ou Standard & Poor's dans la finance. C'est une agence de notation qui va évaluer l'état de santé des sols pour donner à tous les acteurs qui s'intéressent, enfin qui sont impliqués dans l'agriculture, une mesure de leur impact sur l'état de santé du milieu. Parce que l'état de santé des sols, c'est l'état de santé de la planète en agriculture, quoi. C'est la clé de tout. Alors pourquoi Greenback? Pourquoi ce nom? C'est pour ce clin d'œil. C'est-à-dire, c'est ce clin d'œil... L'idée, c'est de faire des dollars aussi. Ouais, c'est-à-dire... Quand on émet une information, quand on émet un rating, quand on émet une notation, de fait, on émet comme une monnaie. C'est exactement la même chose. On émet une valeur la valeur de cette monnaie, elle est liée au crédit qu'on peut lui apporter, c'est-à-dire quel crédit on va pouvoir apporter à la notation Greenback et quel crédit tous les acteurs de la chaîne vont pouvoir lui accorder jusqu'au consommateur final. Et c'est ça l'idée. Donc on imprime des billets presque. Voilà, donc le Greenback, donc le billet vert, c'est le billet émis pendant la guerre de sécession américaine. Voilà, c'est le premier billet vert. Comment ça marche alors, Greenback? Donc en général, c'est un industriel, une coopérative, un acteur qui travaille dans l'agroalimentaire. Ça peut être aussi un fermier, un agriculteur, mais c'est surtout des acteurs de ce type-là qui s'intéressent à son approvisionnement. Et en fait, il veut connaître l'état de santé des sols sur lesquels il s'approvisionne. Voilà, quel est l'état de santé de ces sols-là? Quelle est la qualité des pratiques agricoles qui sont faites sur ces sols-là? Et donc, nous, on intervient et on va évaluer ces sols-là pour lui permettre de faire des arbitrages sur ses approvisionnements et sur sa politique agricole. Alors, vous avez apporté une petite vidéo qu'on va découvrir ensemble où on voit en effet les critères d'évaluation. Il y a 3 grands critères principalement, c'est ça? La biodiversité, l'empreinte carbone et l'intégrité? Alors, oui, c'est ça. Donc, la biodiversité, on va mesurer dans les sols la biodiversité à travers des analyses ADN de sol, comme on peut le faire pour un être humain. On va mesurer le carbone du sol, c'est-à-dire l'humus du sol, le stockage qu'il y a dans ce sol, parce que l'humus est fondamental pour permettre aux plantes de se développer, à la biodiversité, de transformer cet humus, de le minéraliser pour que les plantes puissent l'utiliser. On voit en effet le résultat, c'est ce rating, c'est cette empreinte. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a la pollution, enfin l'intégrité, c'est la pollution et l'érosion qu'on va mesurer. Voilà. Et tous ces différents critères rentrent en ligne de compte pour exprimer la santé du sol. Et alors, il y a un travail terre à terre, sans jeu de mots. Vous allez prélever des échantillons sur le terrain. Et puis, on a vu un satellite aussi dans votre vidéo. Alors, c'est quoi le lien entre les deux? En fait, le lien, c'est que pour noter les sols, on s'appuie sur des mesures au sol, et des mesures qui vont donner lieu à l'analyse ADN, etc. Et ça, on fait des prélèvements dans les sols. Et puis,
on collecte énormément de données sur le contexte de la parcelle, des données climatiques, des données d'environnement, enfin de biodiversité environnementale, des données de couvert végétal sur les parcelles, de rotation de culture, des données de pollution. Toutes ces données, elles viennent de bases de données, elles viennent d'imagerie satellite qu'on analyse et qui nous permettent de créer des liens entre des contextes et des situations de notation qu'on a effectivement faites. Comme on peut le faire en santé humaine, où on va relier des éléments de contexte, votre taille, votre poids, votre consommation d'alcool, etc., votre activité physique et votre état de santé. Et donc, en corrélant ces différents éléments, on est capable de construire des modèles prédictifs sur l'évolution de la santé, parce qu'on a énormément de données, ou alors sur la prise en compte d'espaces très grands à partir d'échantillons sélectionnés dans cet espace-là, mais sans aller mesurer toute la totalité des parcelles. Donc il y a une dimension big data, ouais. On l'a compris. Vos clients, quel est le business model finalement? Le business model, il y a 3 types de modèles, enfin de business model. Il y en a un sur de la transaction, donc là on intervient ponctuellement parce qu'il y a de l'achat, de la vente de terre, de la mise en location, de financement, etc. Ouais, on s'intéresse aux actifs. Diagnostic. Voilà, on fait un diagnostic qui est lié à une transaction. Il y a le monitoring, la surveillance pour les approvisionnements des industries agroalimentaires, textiles, etc. Donc là, on est sur des abonnements annuels, enfin sur 5 ans, 10 ans, où on va surveiller ces sols. Et puis, il y a de la certification, parce qu'on mesure, par exemple, les puits carbone dans les sols. Et donc là, ça peut donner lieu à des contreparties de financement qui viennent de gens qui veulent faire de l'offset carbone, ou qui veulent compenser leurs émissions carbone. Voilà, qui veulent compenser leurs émissions carbone, ou alors des États, des organisations internationales qui veulent aider des agriculteurs à assurer la transition agroécologique, et donc qui vont lier des subventions au fait d'être capables de mesurer l'impact de leurs pratiques sur les sols. Alors on a rappelé l'enjeu qu'il y avait en ces matières. Est-ce que le marché est mûr? Est-ce que les acteurs sont prêts à justement investir dans des solutions comme la vôtre? Nous, on trouve que ça a beaucoup changé depuis peu de temps. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, de fait, veulent savoir. C'est-à-dire que, y compris dans les boutiques de luxe, les gens veulent savoir d'où vient le cuir, d'où vient le coton, d'où vient la laine. Oui, mais vous dites dans les boutiques de luxe. De luxe, y compris dans des boutiques de luxe où on achète une image, voilà. Et évidemment, dans l'alimentation, c'est évident, c'est-à-dire que voilà. On est prêts, nous consommateurs, vous pensez, on est mûrs pour payer un peu plus cher pour avoir une alimentation respectueuse et saine? De toute façon, quoi qu'on fasse, ça coûtera plus cher. Parce que et surtout si on ne fait rien. Mais surtout si on ne fait rien. C'est-à-dire si on passe de 52% des sols dégradés à 90% des sols dégradés, il restera de la nourriture pour très peu de gens, quoi. Et donc elle vaudra encore plus cher. Ça vaudra forcément plus cher. La réalité, c'est que les consommateurs font déjà très attention, le développement du bio, etc. Et puis ça va se faire par strates, c'est-à-dire au début, vous le faites parce que vous avez un enfant petit, etc. Et puis vous commencez à acheter des produits en disant « faut que je fasse attention, les carottes que j'achète, qu'elles soient, voilà, je vais plutôt lui prendre du bio, ou je vais prendre auprès d'une filière qualité que je reconnais, etc. » Donc, et peu à peu, vous changez votre consommation. Et puis, il y a des gens qui vont très vite, puis il y en a des gens qui mettent moins de temps. Mais globalement, la tendance, elle est très, très forte, quoi. Bon, on va voir, Quentin, ce qui anime l'entrepreneur que vous êtes maintenant. On veut changer le monde quand on est entrepreneur, et vous en êtes un bon exemple finalement, parce que vous attaquez à un enjeu colossal. Je ne sais pas faire autre chose en fait. Je suis entrepreneur faute de pouvoir faire autre chose. Donc ce que j'aime, c'est m'attaquer à des défis importants et qui me motivent, dans lesquels je vais mettre une énergie déraisonnable en fait. Je pense que les enjeux liés à l'agriculture, à la biodiversité, au paysage, au changement climatique, ils sont démentiels et
je ne me vois pas faire autre chose. Honnêtement, C'est presque une vocation, un appel, on pourrait tout dire. me paraît dérisoire à côté de ça, en fait. Donc, il y a une dimension rebelle aussi dans la motivation. C'est dire, tiens, je vais me coltiner un défi finalement que peu auraient envie de relever. Il y a un optimisme rebelle. C'est-à-dire qu'il y a l'envie de faire, la croyance dans le fait qu'on peut agir. C'est-à-dire, je pense qu'on peut agir. Ce qu'on a fait, on a fait la situation actuelle. On peut le défaire, c'est-à-dire on peut contrer ça, on peut développer autre chose. Et ça sera le fait d'hommes, de même que ça a été le fait d'hommes, enfin, d'hommes et de femmes, bien sûr. Mais voilà, donc on peut agir, on peut être acteur de ce changement. Il n'y a pas de fatalité. Non, il y a une forme de solastalgie, donc il y a une forme de désespérance face à la situation, mais qui doit nous pousser à agir et pas à attendre que tout s'effondre, quoi. Alors vous l'avez mentionné furtivement, mais en effet vous êtes un serial entrepreneur, hein. Vous avez cofondé De Vialet, une entreprise aussi qui avait une vocation à changer les choses. Comment est-ce qu'on apprend finalement de ces différentes expériences d'entrepreneur? J'imagine que repartir sur un projet très différent, ça doit être quelque chose d'à la fois excitant et angoissant, c'est-à-dire je dois recommencer de zéro. C'est tellement, ce qui est extraordinaire, c'est le début en particulier, c'est-à-dire c'est quand on apprend beaucoup. C'est-à-dire qu'est-ce que je sais de la biologie des sols, du problème du stockage carbone dans les sols, des problématiques d'ADN, etc. Rien en fait. Et donc je crée une équipe avec des biologistes, avec des spécialistes de la data, sur des sujets qui travaillent sur des sujets auxquels je ne connais rien. Donc il y a une excitation très forte au fait d'apprendre tous les jours et d'être capable sur tous ces nouveaux sujets d'apporter quelque chose. C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, de permettre de faire des choix qui vont construire quelque chose de nouveau et d'excitant, quoi. Vous ne voyiez pas faire autre chose après cette expérience de Vialet qu'être entrepreneur, que de relancer une aventure? Compte tenu des enjeux que j'évoquais, je ne me vois pas rester dans mon jardin à attendre que le temps passe, quoi. Non, mais aller travailler chez Danone, par exemple. Mais je sais pas obéir, en fait. Je pense que je peux pas rentrer dans une organisation que je modèle pas, en fait. Voilà. Et ce qui pose la limite aussi de l'aventure à un moment donné, peut-être parce que pour grossir et changer le monde, à un moment donné, il faut avoir des partenaires et céder une partie de son pouvoir d'entrepreneur. Mais c'est un vrai sujet. Donc, effectivement, dès lors que vous levez des fonds, dès lors que vous vous associez, voilà, forcément, il y a un moment, vous diluez aussi le pouvoir de l'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneur, il a vocation à prendre toutes les décisions. Mais en fait, surtout pas. Mais il a vocation à orienter la vision, à la pousser. Et ça peut, à un moment, aller contre sa vision. Voilà, donc il faut en tirer les conséquences et éventuellement partir et faire autre chose. Donc, Et la leçon de Vialet que vous retenez, s'il devait y en avoir une? Il y en a tellement. Oui, non, mais il y en a tellement. Mais je pense que. Une qui vous sert actuellement? De ma liberté, quoi. Justement d'être capable de préserver un niveau nécessaire de liberté, pas uniquement pour moi, mais pour le projet que je veux conduire, en fait. D'être capable d'être fidèle à ce que je veux faire. Cette émission s'appelle Business Models parce qu'on aime bien faire référence à des modèles qui peuvent inspirer les entrepreneurs. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont inspiré, que ce serait un peu tarte à la crème, voilà, Apple, etc. Enfin, des sujets comme ça qui m'ont inspiré pour des moins connus, alors, peut-être? Non, mais après, des moins connus, je vais prendre l'exemple, là, pour le coup, pas tarte à la crème, de l'agriculteur qui est juste à côté de chez moi en Normandie. Donc c'est un agriculteur il a 2 fermes, il fait de la vente à la ferme, il a repris la ferme de son prédécesseur et son prédécesseur, ça avait été le premier agriculteur à faire de la vente à la ferme il y a une 30aine d'années en Normandie. Et il a développé ça avec un succès absolument incroyable. Et ils ont développé, donc c'est de la viande de porc, de la charcuterie, et puis ils ont rassemblé d'autres agriculteurs en maraîchage, etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu presque un centre commercial local. Et puis là, ils ont ouvert la semaine dernière
à un autre point de vente dans une autre ferme à une vingtaine de kilomètres de ça. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens fondamentalement sont des agriculteurs, mais ils ont compris qu'aussi, s'ils voulaient être acteurs de ce changement-là, il fallait qu'ils sophistiquent leur business model et qu'ils soient aussi indépendants d'une certaine façon des marchés, quoi. C'est-à-dire le marché qui achète le porc à 1,95 € le kilo. Si vous répondez uniquement à ce marché-là, de fait, vous ne pouvez pas développer un système rentable. Pour remonter la chaîne de valeur. Voilà, et donc c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font avec une activité qui paraît très simple, mais qui, dès lors que vous devez multiplier les métiers comme ça, parce que vous continuez à être agriculteur, vous continuez à être éleveur, vous continuez à faire de la production de qualité, mais en plus, vous avez un contact avec les consommateurs, vous avez une équipe de charcutiers, une équipe de bouchers, de gens, d'acheteurs, etc. Et c'est vrai, les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs. Et c'est les entrepreneurs qui sauvent le monde. Merci Quentin de votre témoignage. À bientôt. Merci, et puis bon vent pour Greenback. Merci beaucoup. Voilà, merci de votre fidélité pour Business Models. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel entrepreneur.